Bonjour à nouveau à toutes et à tous. Je vous propose donc de commencer notre séance du Conseil municipal avec donc un certain nombre de procurations qui me sont parvenues. Géraldine Morlet donne pouvoir à Sophie Herry. Daniel Joanne donne pouvoir à Muriel Joso-Marinier. Franck Tison donne pouvoir à Geneviève Gosselin. Daniel Le Reculé donne pouvoir à Michel Louiset. Amandine Jaffré donne pouvoir à Daniel Chenina. Hélène Didier donne pouvoir à Madame Lepelletier. Je voudrais juste faire un petit mot, puisque Hélène Didier a été hospitalisée, je crois que c'était la semaine dernière, donc pour un problème pulmonaire, il n'y a pas de secret. Donc on lui souhaite bien évidemment un prompt rétablissement et souhaiter donc de revenir parmi nous dans les meilleurs délais. Et puis enfin, non, il y en a encore deux autres. Maurice Imbert donne pouvoir à Rosane Champin et Madame Bourdonnet donne pouvoir à Alain Civilise. Je voudrais quand même commencer ce conseil municipal, non pas en tant que maire, mais en tant que président du conseil de surveillance du centre hospitalier Louis Pasteur. Donc, il ne vous a pas échappé qu'il y a en ce moment donc, un certain nombre de tensions au sein du centre hospitalier Louis Pasteur. Le centre hospitalier, pour dire deux mots, hein, c'est quand même 52 000 entrées par an. C'est une durée moyenne de séjour de 6,45 jours. C'est 2300 agents. C'est 200 médecins, c'est un budget de 150 millions d'euros par an, budget qui accuse un déficit, donc déficit cumulé de 21 millions d'euros, donc c'est un déficit conséquent. Alors ce déficit, il n'est pas nouveau, il est lié à un certain nombre d'évolutions législatives au cours de ces dernières années, notamment la tarification à l'activité, donc la loi de 2003, et puis la fameuse loi aussi Hôpital, Patient, Santé, Territoire de 2009. Par rapport à ce déficit, donc le déficit 2012, hein, il est quand même de 3 900 000 euros, bien qu'il y ait eu en fin d'année un accompagnement de l'Agence régionale de santé de 3 millions d'euros. Donc c'est quand même une aide conséquente qui a été obtenue ces derniers mois et qui a permis néanmoins de résorber donc, une partie du déficit. Bon, il est évident que dans ces conditions, l'Agence régionale de santé avait demandé au centre hospitalier, de préparer ce qu'on appelle un plan de retour à l'équilibre. Et ça, c'est légitime. Et à ce titre, un audit a été commandité, un audit extrêmement conséquent, qui fait d'ailleurs plus de 400 pages et qu'on appelle dans notre jargon l'audit PHME. Cet audit, il est très intéressant parce qu'il propose des pistes de développement et des pistes de réorganisation. Alors, grosso modo, il y a un certain nombre d'axes. Le premier, c'est de développer l'activité. Le centre hospitalier a une opportunité, c'est que nous sommes dans un bassin géographique, qui est le bassin géographique du Cotentin. Il repose sur deux établissements, l'établissement de Cherbourg et l'établissement de Valognes. Et à ce titre, donc, j'ai un rôle majeur à jouer pour apporter des réponses aux problématiques de santé de nos concitoyens. En ce qui concerne le développement de l'activité, il y a plusieurs domaines, notamment un qui a été proposé aujourd'hui et qui devrait se concrétiser, c'est la mise en place, l'ouverture de soins de suite et de réadaptation, notamment sur toutes les problématiques Alzheimer, et ça sur Valognes. À titre d'information, donc c'est progressivement 20 lits nouveaux qui se mettront en place sur Valognes pour répondre à cette grave problématique dans le cadre du plan Alzheimer. Et immédiatement, donc à l'automne prochain, ça sera 12 lits et ça sera 20 emplois nouveaux qui vont être affectés sur cette unité. Également, donc, parmi d'autres projets, bien évidemment, sur l'offre de soins, c'est de faire de Valognes un point de consultation avancé pour l'arrière-pays du Cotentin. Et puis, c'est développer un certain nombre de pratiques qui correspondent aussi à des problématiques de santé, bien évidemment, la pneumo, l'oncologie, la diabétologie, etc., etc. Mais ce qui est aussi intéressant dans cet audit, c'est qu'il nous dit qu'il faut redévelopper, redéfinir le programme capacitaire de l'hôpital autour de plateaux de soins intégrés. Et parmi ces premiers plateaux de soins intégrés qui seraient mis en place, c'est celui de ce qu'on appelle le plateau de soins femmes-enfants, qui consiste à regrouper la pédiatrie
avec la maternité et la néonatologie, natologie, voilà, c'est ça, néonatologie. Les deux sont acceptés, docteur Bastien. Pour un montant quand même conséquent de 2 400 000 €. Et à ce titre, donc, et aussi une reconfiguration en ce qui concerne les suites de couches avec, je dirais, une adaptation par rapport aux demandes aussi, avoir beaucoup plus de chambres individuelles et notamment donc de satisfaire, je dirais, aux demandes des mères et des familles. C'est quand même un an de travaux. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de pistes qui sont des pistes importantes. L'audit PHME avait également mis en relief un certain nombre de dysfonctionnements qu'il ne faut pas se cacher et a préconisé un certain nombre de recommandations, à savoir l'optimisation du circuit médico-administratif, l'amélioration de la programmation des activités, notamment des activités chirurgicales et leur régulation, et puis l'amélioration du circuit du patient hospitalisé, et ainsi que l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement des équipes médicales. Et puis aussi, point qui pose problème, parce que ça suppose des négociations, l'adaptation et de l'utilisation des moyens pour les ressources humaines non médicales. De tout cela, donc, un certain nombre de propositions ont été faites par la direction, notamment sur l'adaptation des ressources humaines non médicales. Elles ont fait l'objet d'un protocole d'accord. Personnellement, je suis intervenu, j'ai rencontré l'intersyndicale hier. De mon point de vue, le protocole d'accord tel qu'il a été proposé dans un premier temps laisserait à penser que c'est le personnel qui constitue la variable d'ajustement du déficit, et à ce titre, moi, ça ne me paraît pas acceptable. Donc j'ai demandé, en lien avec les parlementaires pour lesquels on travaille, à ce que de nouvelles propositions soient faites, donc ça sera d'ailleurs le cas. En ce qui concerne cet hôpital, on peut faire le constat, c'est que c'est un hôpital qui a un positionnement, et l'audit PHME le précise, qui en fait une véritable opportunité pour répondre de façon qualitative à la demande en santé sur notre territoire du Cotentin. Et à ce titre, donc c'est bien dans une dynamique globale, qu'il faut enclencher, en lien bien évidemment avec l'ensemble des acteurs. Alors les acteurs, c'est les médecins, c'est le personnel non médical, ce sont bien évidemment les élus, c'est l'ARS, qui est aussi un partenaire. Je me retourne vers l'ARS, puisque le dialogue fructueux avec l'ARS, il se fait notamment par le lien des parlementaires qui se sont mobilisés, de façon à ce que l'ARS puisse aussi, d'une certaine façon, nous accompagner. À savoir par des mécanismes qui peuvent être des mécanismes innovants en matière d'accès au crédit. Vous savez que les hôpitaux ont à l'heure actuelle des difficultés pour obtenir des lignes de crédit, et à ce titre, donc, on a besoin d'un soutien de l'ARS, et puis on a aussi besoin d'un soutien de l'ARS pour obtenir, dans le cadre d'un plan global dynamique, des aides ponctuelles qui nous permettront de passer les échéances difficiles, avec certes des perspectives de développement d'activités, des perspectives de mobilisation de l'ensemble des communautés et des acteurs autour d'un véritable projet d'établissement. Et à ce titre, les médecins sont prêts à s'y impliquer par le biais de la commission médicale d'établissement. Et puis, il y a un véritable projet, et pour lequel, avec Frédéric Bastian, on a déjà travaillé, qui va renforcer l'attractivité de cet hôpital pour des jeunes praticiens, notamment des internes, d'où la soirée d'accueil qui avait été donc organisée il y a quelques mois. Donc c'est bien une volonté globale de l'ensemble des acteurs de dynamiser notre hôpital qui se met en place, et moi je ne peux faire souhaiter que, bien évidemment, l'ensemble puisse se mobiliser de façon globale et cohérente autour de ce projet. Donc c'est bien dans la perspective d'un projet que nous travaillons actuellement, projet qui associe tout le monde, et personnellement, donc, je souhaite que le climat puisse s'apaiser et que nous puissions trouver ensemble les solutions, et j'en suis convaincu qu'on les trouvera, qui permettront donc à notre hôpital
d'envisager l'avenir avec enthousiasme et avec sérénité. Voilà ce que je voulais dire. Et je suis confiant, moi, sur la capacité de dialogue qu'on peut avoir avec les organisations syndicales, avec les personnels, pour trouver justement les solutions qui sont les solutions les plus adaptées, qui permettent de répondre à nos missions, bien évidemment en améliorant la qualité d'accueil des patients et bien évidemment aussi sans dégrader les conditions de travail des salariés. Voilà ce que je voulais simplement dire, mais on aura l'occasion de refaire le point sur cette situation lors d'un prochain conseil municipal. Je vous propose, sans plus tarder, donc, de passer donc, à notre ordre du jour. Pardon ? Non, il y a des demandes d'intervention ? Non, pas. Donc, en ce qui concerne donc, notre premier point, Code général des collectivités territoriales, donc c'est les délégations de pouvoir au maire, donc avec des décisions. Est-ce qu'il y a des remarques? Donc on prend acte. Je donne la parole à Madame Geneviève Gosselin pour présenter donc la rétrocession des terrains boulevard de l'Atlantique. Lors d'une séance du 4 octobre 2007, le conseil municipal avait autorisé la cession à titre gratuit de délaissés de terrains qui appartenaient à la commune et qui étaient situés à l'arrière de propriétés de 12 riverains du boulevard de l'Atlantique qui avaient souhaité l'acquisition de ces délaissés. La ville s'était aussitôt engagée à clôturer les contours de la propriété de la ville et la délimitation des propriétés étant, elle, restée à la charge des riverains. Avant de signer l'acte concerné, les futurs acquéreurs avaient souhaité la réalisation préalable de la clôture. Le financement du dossier de délimitation des contours de la propriété communale avait été reporté jusqu'en juin 2011 et, en conséquence, il a été nécessaire de ressolliciter à nouveau les riverains qui souhaitaient l'acquisition à titre gratuit des terrains. Aussi, un nouveau plan de division a été réalisé et à la date d'aujourd'hui, ce sont 9 riverains qui ont souhaité faire l'acquisition des parcelles attenantes à leur propriété. Et donc, vous avez la liste des personnes qui souhaitent acquérir à titre gratuit les parcelles de terrain appartenant à la commune. Et donc, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les actes de cession, en sachant que ces actes de cession seront rédigés sous forme d'actes administratifs. Qui vote contre? Abstention. Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, la convention de servitude. Oui, c'est une convention entre ERDF et la ville dans le cadre de la démolition des bâtiments du bâtiment 25 de la rue d'Alsace. Le poste de transformateur de tension qui a été sur cette parcelle a dû être déplacé sur une autre parcelle propriété de la ville. Et donc, la société ERDF doit établir à demeure dans une bande de 0,40 mètres de large des canalisations sur une longueur de 12 mètres pour du câble de moyenne tension et 12 mètres de câble de basse tension, ainsi que tous les accessoires qui doivent permettre le raccordement au poste de transformateur. Donc en fait, il vous est proposé d'autoriser la signature de la convention qui autorise ERDF à la réalisation de ces canalisations et à la pose des câbles. Qui vote contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Je laisse la parole à Lydia Thiolan qui va nous offrir un récital de délibération dont la première commence par l'entretien des orgues de l'église Notre-Dame-du-Vœu. Oui, monsieur le maire, quelques délibérations pour la culture, effectivement. Une première délibération que vous avez l'habitude de voir passer, puisqu'il s'agit de l'entretien des orgues de l'église de Notre-Dame-du-Vœu. Les orgues de cette église sont classés, comme vous le savez. Nous devons bien sûr en assurer un entretien régulier. C'est à nouveau monsieur Conan, facteur d'orgue, qui assurera cet entretien en 2013 pour la somme de 2 439 €. Et par cette délibération, eh bien, nous allons solliciter les subventions auxquelles nous avons droit parce qu'il s'agit d'orgues classés monuments historiques. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.
Une délibération qui concerne la convention de mise à disposition de locaux qui nous lie à la scène nationale. La ville de Cherbourg-Octeville met à la disposition de la scène nationale 3 plateaux, le théâtre à l'italienne, le théâtre de la Butte et le théâtre du Vox. Il y a bien évidemment une convention pour cette mise à disposition. Mais il était nécessaire d'actualiser cette convention puisqu'il y a eu des travaux très importants, comme vous le savez, de réhabilitation au théâtre à l'italienne. De nouveaux équipements ont été installés et par ailleurs, nous avons également établi un nouveau règlement intérieur de sécurité dans cet ensemble théâtre-centre culturel. Donc avec cette délibération, eh bien, nous présentons la nouvelle convention qui définit précisément les conditions de mise à disposition, les conditions d'entretien, de maintenance des locaux, des mobiliers, des équipements et des matériels. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Théâtre à l'italienne. Oui, il s'agit ici d'une étude qui sera menée pour une éventuelle, avoir un diagnostic de l'état de la façade du théâtre à l'italienne. Alors, ce projet d'étude, il faut comprendre qu'il s'inscrit dans le cadre de la très grande opération de rénovation de l'ensemble théâtre à l'italienne, centre culturel. Cette rénovation, vous vous en souvenez, elle a été découpée en 3 tranches différentes. Une tranche qui est achevée maintenant depuis longtemps, depuis janvier 2012, c'était la réhabilitation du théâtre à l'italienne. La tranche 2, eh bien, elle a lieu actuellement et j'ai le plaisir de vous dire que les choses se passent très bien, que tout se passe sans mauvaise surprise et à un rythme soutenu. Alors, cette tranche 2, évidemment, elle concerne à la fois la bibliothèque Jacques Prévert, le musée Thomas-Henry, la salle Paul-Éluard, et elle permettra une vraie réorganisation des services. On gagne 750 mètres carrés pour tous les services. La tranche 3, nous la préparons dès maintenant. Elle concernera le café du théâtre. Il s'agit de la mise en conformité avec les normes d'accessibilité et de sécurité. Là aussi, il y aura une réorganisation des espaces et une réhabilitation de la véranda. Alors, dans le même temps, eh bien, la ville, vous le savez, vous connaissez ce projet, la ville et la communauté urbaine ont mené un projet de requalification de la place de Gaulle, du parvis du centre culturel et des rues adjacentes. Pour affecter le moins possible le fonctionnement du quartier, les 2 chantiers seront menés de front. Intervention sur la place de Gaulle et intervention à l'intérieur du café du théâtre. Ce projet de requalification de la place de Gaulle, il nous a été présenté en conseil municipal. Vous savez qu'il comporte un projet de mise en lumière du théâtre à l'italienne, un très beau projet Kersalé. Or, cette façade du théâtre à l'italienne, elle est classée monument historique depuis 1983. La façade, comme la toiture, comme le vestibule, le grand escalier, la salle, le foyer, et également un certain nombre de décors. Les sculptures de la façade présentant quelques altérations, et étant donné que ce projet d'éclairage prévoit des accroches, eh bien l'État a souhaité qu'au préalable, une étude sur l'état sanitaire de la façade soit menée. Cette étude, elle sera l'occasion pour nous de disposer d'un diagnostic sur l'état de toutes les parties classées. Voilà pourquoi nous passons aujourd'hui cette délibération qui nous permettra de solliciter les subventions les plus larges auprès de l'État et du Conseil général pour financer cette étude. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc la délibération sur le musée de la Libération. Oui, nous avons un gros programme d'exposition estivale cette année et il s'agit ici d'une exposition qui se déroule au musée de la Libération, une exposition temporaire qui vous est présentée en cette année 2013, veille de l'année 2014, et ça n'est pas par hasard, veille de l'année du 70e anniversaire du débarquement. Et bien précisément, cette exposition, elle porte sur les années qui ont précédé la guerre 39-45. Elle s'intitule « Des années folles aux années noires » et elle permet à la fois de rapporter quelque chose qu'on ne connaît pas toujours très bien, c'est la contribution de Cherbourg à la Première Guerre mondiale. Non seulement parce qu'il y a eu beaucoup de soldats qui sont partis sur le front, mais aussi parce qu'il y a eu fabrication de matériel et en particulier d'obus. Il y est question également de la légèreté des années 20 et 30 avec cette épopée des grands magasins et d'un climat politique qui se tend
au fur et à mesure que les années passent. Alors, par cette délibération, eh bien, nous allons solliciter l'aide financière de la DRAC, une aide financière de 2 500 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, délibération suivante sur le renouvellement du partenariat avec l'école du Louvre. Oui, c'est un partenariat qui est établi maintenant déjà depuis plusieurs années, depuis l'année 2008, et qui connaît toujours un très très grand succès puisque ces cycles de conférences comptent beaucoup d'inscrits. En 2014, le programme se déroulera exactement dans les mêmes conditions que d'habitude, et la thématique portera cette année sur luxe, art et volupté, architecture, art décoratif et vie mondaine au XVIIIe siècle. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération suivante sur le salon de thé du château des Ravalais. Non, excuse-moi, c'est la délibération sur le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Manche. Voilà. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer au conseil municipal les actions qui sont menées par la mission culturelle du SPIP, c'est-à-dire du service de prévention, d'insertion et de probation de la Manche. Ces actions, elles ont toujours pour but de favoriser l'accès à l'art, l'accès à la culture, de lutter contre l'illettrisme. Et dans ce cadre-là, il est bien naturel que le SPIP se tourne vers nos équipements culturels municipaux, en particulier la bibliothèque Jacques Prévert. Alors, il ne s'agit pas simplement d'installer une bibliothèque dans les murs de la prison, mais il s'agit aussi de programmer des projections de films, de documentaires. Avec la bibliothèque Raymond Queneau, il va y avoir des ateliers d'écriture, des rencontres avec des auteurs dans le cadre des Mercuriels. Avec le muséum, des présentations d'œuvres, des visites guidées, et également avec le musée Thomas-Henry, présentations d'œuvres et visites guidées. Évidemment, dans cette délibération, vous n'avez que l'énumération des projets qui sont menés avec les équipements culturels municipaux, mais il y en a également avec tous les autres équipements culturels qui ne sont pas municipaux, c'est-à-dire la scène nationale, la brèche, le point du jour, etc. C'est un gros programme pour toutes ces personnes sous main de justice à la maison d'arrêt de Cherbourg. Voilà. Et c'est un programme qui a des résultats qui sont des résultats qui ont été avérés. Qui Très vote satisfaisant. Contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc cette fois-ci, on passe donc à la délibération concernant le salon de thé du château des Ravalais. Oui, il s'agit tout simplement par cette délibération d'autoriser le gérant du salon de thé du château à verser sa redevance en 3 fois et non plus en une seule fois. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Pôle national des arts du cirque. Oui, une délibération que vous avez vue passer il y a quelque temps, et à vrai dire, à l'occasion de la finalisation de cet acte de vente du chapiteau, nous nous sommes aperçus d'une petite erreur qui s'était glissée dans la délibération, puisqu'il n'y a pas de véhicule accompagnant cette structure. Voilà, nous n'avons que le chapiteau autostable. Je rappelle que cette vente se fait pour l'euro symbolique. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Une délibération importante donc, qui démontre de l'excellence de nos relations partenariales avec la communauté de communes de La Hague à travers notamment des conventions. Oui, cela fait déjà quelques années que la ville de Cherbourg-Octeville et la communauté de communes de La Hague ont noué un partenariat autour de manifestations estivales et en particulier autour de manifestations culturelles. En 2013, le partenariat est particulièrement riche puisqu'il s'est construit autour de 4 opérations. D'abord, le 50e anniversaire des Parapluies de Cherbourg, un événement qui intéresse particulièrement la communauté de communes de La Hague parce que c'est un sujet, le cinéma, sur lequel ils ont beaucoup travaillé là-bas aussi. Alors, vous connaissez déjà le programme des festivités liées à cet anniversaire. J'en profite pour vous rappeler que l'inauguration a lieu le 15 juin. Vous avez dû tous recevoir une invitation pour le parcours qui commence à 15h, puis la participation à la flash mob. Alors tout le monde est invité à répéter la chorégraphie en allant sur le site internet de la ville. Il y aura quelques discours à 18h, salle des fêtes, et la projection du film à 21h à l'Odéon. Ça va être un grand moment à Cherbourg, un très grand moment pour nous tous.
Alors vous savez aussi que le programme de ces festivités, ça n'est pas seulement cette inauguration, c'est également des expositions, des visites guidées, la projection du film pendant Cine Étoile, etc., etc. C'est un très bel anniversaire en préparation. Il faut aussi remercier les commerçants et les associations qui se sont mobilisés pour que ce soit une belle fête. Alors nous sommes déjà aidés pour cette opération par la DRAC, et la CCH nous aide également à hauteur de 4 500 €. Par ailleurs, nous sommes aidés par la communauté de communes de la Hague pour 2 expositions qui sont menées par le musée Thomas-Henry. Alors le musée Thomas-Henry est fermé, mais bien entendu, il continue de mener des expositions dont nous avons déjà parlé. Le musée fait le mur et nous obtenons une aide de 4 500 € là aussi de la part de la communauté de communes de la Hague, et l'exposition Tardy. Un petit rappel là aussi, le musée fait le mur, le vernissage aura lieu le 22 juin à 11 h dans le quartier des Provinces, puisque c'est là-bas que se déroule cette opération. Et l'exposition Tardy, eh bien, ce sera ici même, à la place où nous nous trouvons, le 29 juin à 11 h pour l'inauguration. Enfin, dernière opération, le musée Thomas-Henry, le manoir du Tour se sont associés pour produire une très belle exposition dans le cadre de Normandie impressionniste. Alors là, il s'agit vraiment d'une coproduction, d'une exposition qui est coproduite. Louise Le Gall, la directrice de nos musées, a assuré le commissariat d'exposition et l'équipe du manoir du Tour a assuré la réalisation pratique de l'exposition. Cette exposition s'intitule « La conquête de l'Ouest », l'affiche balnéaire normande à l'époque impressionniste, fin 19e, début 20e. C'est une exposition qui rappelle donc cette épopée normande des bains de mer et qui a à la fois un intérêt historique et un intérêt sociologique. Et on y retrouve un Cherbourg balnéaire qu'on connaît moins aujourd'hui, mais qui a été vraiment merveilleux à la fin du 19e, au tout début du 20e. Alors voilà, c'est la totalité des projets qui sont menés, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça montre justement la densité aussi du programme d'animation de l'été, et je tiens donc à remercier Lydia, puis je tiens aussi à remercier Guylaine et puis Muriel qui ont fait le tour des conseils de quartier pour présenter le programme complet des animations de l'été, et on se rend compte véritablement de la diversité de ce qui est proposé, sachant que le programme d'animation, il a 2 caractéristiques. Il est premièrement gratuit et il est tellement divers qu'il s'adresse à tous les publics, et ça c'est extrêmement important. Pour en revenir à la délibération donc, de partenariat avec la communauté de communes de la Hague, donc je propose de la mettre aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante sur la bibliothèque Jacques Prévert. Une délibération qui concerne les opérations habituelles de restauration, d'acquisition et de numérisation de documents patrimoniaux. À noter ici la numérisation d'un de nos plus beaux documents. Il s'agit des gravures de Redouté. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Liliane Loisel donc, va prendre la parole pour la délibération relative au contrat urbain de cohésion sociale. Oui, la ville de Cherbourg-Octeville, comme vous le savez, est co-signataire du contrat urbain de cohésion sociale. Ce contrat permet d'obtenir des aides spécifiques venant en complément des crédits de droit commun. Les territoires retenus pour la commune sont la ZUS des Provinces, la ZUS sud-est du Maupas, le quartier ouest Charcos-Panel. Dans ce cadre contractuel, la ville dispose d'une enveloppe financière spécifique venant en complément ou non d'ailleurs, des aides apportées dans les autres délégations. Ces aides sont exceptionnelles, souvent non renouvelables et en fonction des projets et des années. Vous avez donc dans ces délibérations la liste des aides exceptionnelles données pour l'année 2013. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. En l'absence de Daniel Joanne, c'est Muriel Joseau-Marinier qui va rapporter aussi ces délibérations, mais je lui laisse d'abord la parole pour ces délibérations propres qui concernent le règlement des conditions. Non, c'est pas des délibérations, c'est des délibérations à Daniel. Le règlement des conditions d'admission dans l'établissement d'accueil des jeunes enfants. Pardon.
Pardon, je donne la parole. Ça y est, c'est bon. Voilà, comme vous le savez, la ville possède différents types d'accueil du jeune enfant, donc crèche collective, crèche multi-accueil, halte-garderie et crèche familiale. La Chambre régionale des comptes, la CRC, a préconisé lors de son dernier contrôle sur les 0-3 ans d'instituer un dispositif de pilotage des structures d'accueil des jeunes enfants. Donc à la suite de ce contrôle, il a semblé nécessaire de clarifier les conditions d'admission des enfants dans ces établissements d'accueil. Donc, c'est ce qui vous est décrit juste en dessous. Pour un accueil régulier en crèche, donc les préinscriptions sont enregistrées selon l'ordre des priorités qui vous sont décrites juste en dessous. Et une dérogation à cet ordre de priorité est possible pour les placements demandés par les services de la PMI, l'ASE ou par la mission parentale. Quant à l'accueil régulier type halte-garderie, eh bien, les priorités, là aussi, vous sont citées, et ces ordres de priorité ont été définis par rapport au lieu de résidence du ou des parents et en fonction de la réglementation. Donc, il y a un décret du 1er août 2000 qui demande effectivement la rédaction de certains documents administratifs, comme projet d'établissement, règlement intérieur et autres. Donc, il vous est demandé effectivement d'approuver le règlement des conditions d'admission dans ces établissements d'accueil pour jeunes enfants. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je fais juste un petit commentaire, mais c'est vrai que si vous vous reportez donc aux observations du rapport de la Chambre régionale des comptes tel que nous l'avions examiné en conseil municipal, c'était déjà il y a quelques mois de cela, on s'apercevait qu'on avait un taux de couverture extrêmement important, d'ailleurs pour l'accueil des jeunes enfants, est tellement important que la Chambre régionale des comptes a attiré notre attention sur le fait de dire attention, vous devez avoir, notamment en termes de priorisation des places, un règlement qui fait que les places de ces modalités d'hébergement, ils doivent être en priorité réservés aux habitants qui habitent la commune de Cherbourg-Octeville. Ce qui paraît logique. Voilà. Délibération suivante donc sur les aides à la sécurisation d'abord des écoles. Fin 2012, une convention a été passée avec l'association En sortant de l'école, dont l'objectif est d'aider à la sécurisation des élèves aux abords des écoles primaires publiques de la commune. Et donc, il vous est demandé d'autoriser le versement pour 2013 d'une subvention de 22 000 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La convention de partenariat avec le comité régional olympique et sportif de Basse-Normandie. Voilà, qu'on appelle le CROSS de son acronyme. Dans le cadre des missions du CROSS, plusieurs actions sont mises en œuvre dans le développement du sport dans les quartiers. Et Cherbourg, effectivement, a travaillé déjà avec le CROSS l'été dernier. L'opération s'est très bien passée. Donc, les objectifs du CROSS vous sont décrits. Je ne vais pas vous les relire. Et au titre de cette action, eh bien, on resigne pour 2013. Et donc, la ville de Cherbourg s'engage à sélectionner des jeunes, 14 à 17 ans, garçons ou filles, bien évidemment. Et dans le cadre de cette opération qu'on appelle Quartier Raid, eh bien, il vous est demandé effectivement d'autoriser la signature finalement de la convention avec le CROSS. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je donne la parole à Frédéric Bastian donc, concernant donc, ces délibérations. La première concerne donc, une stèle en mémoire des victimes de l'amiante. Merci, Monsieur le maire. L'association ADEVA, à la demande d'une de ses adhérentes veuves, s'est fait le porte-parole des malades de l'amiante et elle a sollicité la ville de Cherbourg-Octeville pour ériger une stèle au nom de toutes les victimes de l'amiante. Cette stèle devra évoquer les maladies professionnelles en général, honorer la mémoire des personnes décédées, être un point de recueillement et de célébration, être digne, non ostentatoire, sobre, interpeller et délivrer un message de prévention mais aussi d'espoir, rendre hommage au combat mené par les travailleurs et leurs familles. La ville souhaite soutenir ce projet et assurer pour cela la maîtrise d'ouvrage de cette opération. Il vous est donc proposé le plan de financement ci-dessous. L'objet d'art, donc la pose et l'aménagement d'un montant de 20 000 € TTC, une subvention du ministère de l'Intérieur de 5 000 €, une subvention des communes et intercommunalités de 10 000 € et la participation de la ville de Cherbourg-Octeville à hauteur de 5 000 €. Il vous est donc demandé d'autoriser le maire à solliciter les subventions les plus larges et d'inscrire cette nouvelle dépense au budget communal. La localisation. La localisation, alors c'est en discussion. On a avec Michel Louiset et puis l'association ADEVA, il y a une réflexion qui est engagée, et avec Lydia, pardon, sur le lieu où cette stèle devra être aménagée. Bon, sans trahir de secret, je ne sais pas, il y a un lieu qui est pressenti, oui, qui est près de la Vigie de Longley, voilà, qui est tout près de l'ancien foyer des apprentis de l'Arsenal. Voilà. De l'Arsenal, ce qui permet... Comment ?
Non, et puis, ils sont directement concernés quand même. Et puis, voilà, il faut rappeler que la DEVA, c'est quand même une association qui regroupe plus de 1000 personnes hein, sur l'ensemble du Cotentin. Ça montre aussi que la ville de Cherbourg-Octeville est pilote dans cette affaire, comme sur d'autres opérations. Daniel Le Reculé n'est pas là, mais sur d'autres stèles, on a été, entre guillemets, l'ensemblier qui a permis de fédérer l'ensemble des collectivités du Cotentin pour résoudre une problématique. Alors, il n'y a pas que dans ce dossier, mais on se rend compte qu'on est, nous, sollicités pour être ce qu'on pourrait appeler maintenant, en jargon administratif, chef de file, d'une certaine façon. Tout à fait. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc, le Fonds de solidarité pour le logement. La participation donc, financière pour l'année 2013. Donc, le Fonds de solidarité logement est en application des dispositions de la loi 90-449 du 31 mai 90 et qui, en fait, œuvre pour le logement des personnes défavorisées. Et à ce titre-là, une subvention, une cotisation par habitant est faite pour l'ensemble du département de la Manche. En 2012, 1 739 437 € d'aide ont permis l'accès ou le maintien dans le logement qui ont été versés au profit des habitants du département. Ce montant est d'environ, pour notre territoire, de 327 000 €. La contribution des communes en 2013 est établie en fonction du nombre d'habitants recensés. Cette contribution est fixée, comme les années précédentes, à 90 centimes d'euros par habitant pour les communes de plus de 10 000 habitants. Le conseil municipal est donc invité à donner son accord à une participation de la ville de Cherbourg au FSL 2013 à hauteur de 35 794,80 €, ce qui, rapporté à l'aide qui a été apportée l'année dernière de 327 000 €, est quand même un dispositif relativement important pour notre territoire. Donc il vous est demandé d'autoriser la ville de Cherbourg à participer financièrement au dispositif FSL pour l'année 2013 et d'autoriser donc à cet effet le paiement d'une participation annuelle basée sur le nombre d'habitants de 35 794,80 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération donc suivante sur la convention de partenariat avec le lycée Jean-François Millet. Alors, depuis la rentrée 2011, le lycée Jean-François Millet propose un baccalauréat technologique, sciences et technologies de la santé et du social. Et donc, il a tissé un partenariat avec les services de la DGCCSEC, Direction générale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances. J'y suis arrivé. Ce partenariat repose sur les orientations générales suivantes: accueil d'élèves sur des actions portées par la ville et intervention de professionnels de la ville au cours de la formation des élèves. Plus particulièrement, pour l'année 2013-2014, il a été proposé de travailler sur l'accueil de délégations étrangères afin d'échanger sur les similitudes et différences de la place de la femme en France et à l'étranger, à l'aide d'une étude comparative réalisée par la ville de Cherbourg-Octeville. Donc une convention formalise ce partenariat ainsi que les modalités pratiques de mise en œuvre qui prévoit la prise en charge par la ville des frais afférents à l'accueil des intervenants durant leur séjour. Il vous est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat entre le lycée Millet et la ville de Cherbourg-Octeville pour l'année 2013-2014 à compter du 1er mars 2013. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération concernant donc le foyer des jeunes travailleurs. Donc, depuis de nombreuses années, la ville et l'association cherbourgeoise pour la gestion des foyers des jeunes travailleurs entretiennent un étroit partenariat sur la mission d'insertion des jeunes par le logement réalisé par l'association. L'association pour la gestion des FJT justifie l'intérêt de la collectivité en gérant le foyer des jeunes travailleurs et les établissements dont l'administration lui est confiée, en assurant aux bénéficiaires de ces établissements le maximum de services dans un souci d'ordre moral, social, éducatif et culturel, en développant pour ces bénéficiaires toutes les actions utiles à leur insertion, notamment des actions de formation. La ville de Cherbourg-Octeville souhaite poursuivre en 2013, je pense, que 2012. Je pense qu'il y a une petite coquille, mais... Non, Oui. C'est plutôt 2013. C'est l'année 2013 sur le soutien apporté au FJT Espace-Temps par le biais d'une subvention globale de fonctionnement. Il convient donc de signer une convention d'objectifs entre la ville et le foyer des jeunes travailleurs Espace-Temps afin de définir les modalités de soutien financier de la ville à l'association. Voilà. Donc, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs 2013 entre la ville de Cherbourg-Octeville et l'association de gestion des foyers des jeunes travailleurs et de jeunes travailleuses. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je laisse peut-être la parole, après cette délibération, à titre d'information, donc à Benoît Rivet, qui va nous parler un peu du taux d'occupation, puisque c'est vrai qu'il y a eu une communication récente suite aux travaux qui ont été faits. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur le maire. Donc, je ne prends pas part au vote, bien entendu. Oui. Merci de me laisser l'opportunité de vous faire un point, effectivement, au conseil municipal suite aux travaux du FJT Espace-Temps.
au-delà de cette convention annuelle qui nous permet de fonctionner dans d'excellentes conditions, je voulais simplement revenir sur l'opération de réhabilitation lourde qu'a connue cette association, puisque 4 millions d'euros ont été investis ces derniers mois en partenariat avec le propriétaire des locaux, bien entendu Presqu'île Habitat, avec des financements publics, communauté urbaine, ville de Cherbourg, État, région. Ces 4 millions d'euros nous ont permis de remettre à niveau notre structure en termes d'hébergement et en termes de location proposée à nos jeunes résidents. Et grâce à cet investissement public, grâce à ce dossier qui a su mobiliser l'ensemble des acteurs, nous avons effectivement, comme vous l'avez souligné, Monsieur le maire, pu retrouver un taux de remplissage qui dépasse les 90%, alors qu'avant les travaux, le taux de remplissage n'était que de 65 à 66%. Nous pouvons donc pleinement jouer notre rôle d'insertion par le logement. Nous accueillons un peu plus de 1000 jeunes par an aujourd'hui. Et ce taux de remplissage permet aussi, il faut bien le reconnaître, de retrouver une situation financière saine, ce qui permet à cette association, encore une fois, donc qui accueille, comme je viens de vous le dire, 1000 jeunes par an et qui emploie un peu plus de 55 personnes, de retrouver un avenir serein et surtout de pouvoir exercer le cœur de son métier dans d'excellentes conditions. Donc je voulais encore une fois, au-delà de ces précisions, remercier la ville et Monsieur le maire et Bernard Cazeneuve, lorsqu'il était maire, de son soutien intégrant sur notre association. Voilà. Le FJT est vraiment un outil déterminant à la fois dans le parcours résidentiel des jeunes, en lien avec la communauté urbaine. Il y a d'autres dispositifs, le comité local pour le logement autonome des jeunes notamment, les différents dispositifs de baux glissants et ainsi de suite. Mais il joue, parce que c'est vrai que le FJT a eu une évolution de son métier d'une certaine façon. Il y a quelques années, c'était des gens qui venaient souvent de l'extérieur pour pourvoir un emploi qu'ils avaient obtenu sur le bassin de Cherbourg. Maintenant, il a un rôle de plus en plus important au niveau de l'insertion, d'où les actions de formation qu'il mène. Et à ce titre, donc, il propose véritablement une prestation, on peut appeler ça comme ça, qui est de qualité et qui s'inscrit dans le parcours d'insertion des jeunes. Et ça, c'est extrêmement important. Merci donc pour cette délibération. Je laisse la parole à Michel Louiset concernant donc les concessions de réseaux d'électricité et de gaz. Donc il s'agit des contrats de concession des réseaux d'électricité et de gaz. Donc le compte-rendu d'activité, c'est un compte-rendu qui nous est présenté régulièrement tous les ans, sur lequel il n'y a pas de commentaire particulier, enfin tout au moins je ne le pense pas. Donc le suivi des conventions porte sur l'état des travaux neufs réalisés, l'état des consommations d'électricité et de gaz et des recettes correspondantes, des indications sur la qualité de service et des informations sur le degré de satisfaction des usagers. Et en dernière page, vous avez les redevances qui sont versées soit à la ville, soit à la communauté urbaine concernant cette année 2012. Et donc, je ne vais pas vous donner le montant, vous l'avez, il est inscrit dans notre délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Michel Durel donc, va nous présenter deux délibérations concernant des travaux. Bien non, ce sont des avenants qui concernent la restauration de la capitainerie de Port-Chantraine. Ils concernent le lot dépollution et démolition, le lot gros œuvres et le lot numéro 3 couverture. Donc vous avez le détail de la délibération, je n'ai pas le vous la lire. Et il vous est simplement demandé d'approuver ces avenants. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Le centre culturel? Oui, alors la même chose, trois avenants qui concernent le numéro 6, menuiserie, acier et mur rideau. Le numéro 8, cloisonnement. Le numéro 9, plomberie, chauffage, ventilation. Là, c'est pareil, vous avez les détails. Et il vous est simplement demandé d'approuver ces avenants. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Daniel Chenina, cette fois-ci, donc, ce qui concerne les délibérations. La première, c'est le régime indemnitaire du personnel municipal. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit donc d'une délibération qui nous revient régulièrement. Elle concerne donc le personnel municipal, le régime indemnitaire. Cette délibération est plus particulièrement liée aux tuteurs que nous allons mettre en place dans le cadre des emplois de l'avenir, pour lequel j'aurai l'occasion de vous présenter la délibération suivante. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Cette fois-ci, concernant le compte épargne-temps. Alors, il s'agit d'autorisation de signature, convention de transfert de compte temps épargne. Donc, lors d'un recrutement par mutation, l'agent a la possibilité donc de conserver
les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps chez son employeur précédent. Donc, suite à la mutation de M. André Calvez, agent de l'ACUC, il convient donc d'établir une convention avec la communauté urbaine de Cherbourg afin de permettre le remboursement par l'ACUC des jours accumulés par M. Calvez sur un compte épargne-temps. Donc, d'autoriser la signature de la convention de remboursement des droits acquis à l'ACUC par André Calvez au titre du compte épargne-temps. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante est une délibération extrêmement importante puisque la ville a souhaité s'inscrire dans la dynamique des contrats d'emploi d'avenir à destination des jeunes. Donc je laisse Daniel Chenina la présenter. Merci Monsieur le maire. Donc j'ai essayé de synthétiser un peu cette délibération. Donc comme vous l'avez précisé, la ville de Cherbourg a souhaité s'inscrire donc dans la dynamique et le dispositif des emplois d'avenir. Les emplois d'avenir ont pour objet de promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, sans qualification ou peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Il vous est donc précisé dans cette délibération les modalités liées à ces emplois d'avenir, pour lesquels je ne vais pas y revenir. La collectivité a donc recruté dans ce cadre très réglementé 10 jeunes, 6 pour le service embellissement et 4 pour le CCAS. Ces jeunes seront intégrés dans les services le 3 juin. Ils seront accompagnés par des tuteurs donc, de notre collectivité tout au long de leur cursus et une formation spécifique en lien avec le CNFPT leur sera dispensée, leur permettant ainsi d'obtenir un diplôme qualifiant à l'issue de leur contrat qui sera de 3 ans. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser la création donc, de 6 emplois d'avenir pour la ville et 4 pour le CCAS, étant entendu que ces 4 emplois d'avenir seront inscrits au CA du CCAS. Voilà, monsieur le maire. Si vous voulez apporter d'autres compléments. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Et je vous remercie donc pour cette unanimité sur cette délibération importante donc, qui permet à des jeunes, par le biais de l'accompagnement de la collectivité, d'avoir, de maximiser les garanties d'insertion sur le marché du travail. La délibération suivante donc, va être apportée par Geneviève Gosselin, elle relative à une indemnité de conseil allouée au comptable public de la commune. Notre comptable public, notre trésorière principale municipale, Madame Balin, a quitté son poste le 31 décembre 2012 pour prendre une retraite bien méritée. Elle est maintenant remplacée par Madame Le Touzé et il est proposé de délibérer pour proposer de verser l'indemnité de conseil à Madame Le Touzé comme elle était versée à Madame Balin selon les modalités qui vous sont présentées sur les pourcentages et les millièmes et c'est la même indemnité que celle qui était versée à la précédente trésorière principale municipale. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. En ce qui concerne le vieux château. Alors, en 2009, nous avions décidé la signature d'un avenant entre la ville de Cherbourg et la Séminor en vue de prolonger la convention pour la réalisation de travaux d'investissement conséquents sur le foyer du vieux château. Cet avenant prévoyait notamment sur ces travaux que la ville garantisse la totalité des emprunts avec un principe de garantie qui était déjà dans la convention initiale de 1976. Le 25 mars 2010, on avait décidé d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 600 000 €. Or, le 15 avril de ce mois-ci, la Séminor vient nous revoir en nous disant que le plan de financement doit être revu à la hausse, notamment à cause d'une facture de travaux relative à la présence de l'amiante dans les menuiseries qui augmente la facture. Et donc, ce sont 750 000 € de travaux qui seront nécessaires et on nous demande de modifier notre garantie d'emprunt pour garantir la totalité de l'emprunt, c'est-à-dire non plus 600 000 €, mais 750 000 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Nous avons une délibération donc, qui concerne le budget annexe des cimetières. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons changé
de comptable public. Précédemment, en décembre 2012, la comptable publique nous avait conseillé de supprimer le budget annexe des cimetières, la raison en étant que le seuil d'assujettissement à la TVA nous étions en dessous de ce seuil et que donc il n'était pas nécessaire d'avoir un budget annexe. Nous avions donc pris la délibération pour supprimer ce budget annexe. Or, la nouvelle comptable publique, après avis des services juridiques de la direction départementale des finances publiques, nous indique que nous devons réouvrir un budget annexe pour les cimetières, la raison étant que c'est une activité qui reste dans un domaine concurrentiel. Le creusement des fosses est une activité qui reste dans le domaine concurrentiel. Et donc, nous vous demandons de bien vouloir approuver la création et le vote d'un budget primitif 2013 annexe pour les cimetières qui est équilibré autant en recettes qu'en dépenses à 22 000 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On a une délibération qui concerne une séance à huis clos. Donc je demande à la presse de fermer ses oreilles. Non, il n'y a pas. Ou alors, Geneviève, donc tu. Je pense il y en a deux, vous les avez lus. Il n'y en a qu'une, donc vous les avez lus et tout le monde est d'accord? Bon, bah donc tu peux faire voter. Bon, qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Vous voyez, c'était un conseil. C'est pas un conseil technique, puisqu'il y avait quand même des délibérations qui me semblaient moins importantes, notamment en ce qui concerne la création des emplois d'avenir. J'ai une information. J'appelle votre vigilance parce que notre prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 21 juin. Et pour les nostalgiques de la mairie de la Butte, il aura lieu à la mairie de la Butte, puisque ici, ça sera la biennale Tardy, donc qui occupera les salons. Et puis enfin, c'est ce soir la fête des voisins. Alors je sais qu'on est plus que voisins dans cette maison commune, mais on a néanmoins peut-être un rafraîchissement. J'espère qu'il nous attend pour ceux qui voudraient le partager. Et puis n'oubliez pas dans vos quartiers la fête des voisins. Merci à toutes et à tous.